Salut à vous et bienvenue sur la radio du lycée Georges Imbert. J'espère que vous allez bien. En tout cas, nous, ça va, n'est-ce pas? Oui. Aujourd'hui, émission très spéciale, nous accueillons deux élèves stagiaires de l'ENA qui vont nous parler un peu d'eux, de leur école. Enfin, je vous en dis pas plus, je vais vous laisser découvrir par vous-même. On commence tout de suite avec Mélissa. Alors bonjour à tous. J'ai aussi fait ma petite recherche sur l'ENA pour visiter avec vous l'intérieur de cette école nationale située 1 rue Sainte-Marguerite, 67080 à Strasbourg. Ce grand bâtiment en pierre de style médiéval et non loin des centres historiques de la ville, comme le musée d'art moderne et contemporain, nous accueille sur une grande cour entourée par l'école et son extension vitrée plus moderne, recouverte de murs et toitures végétalisées côté de la rue Sainte-Marguerite. J'ai découvert un bel amphithéâtre équipé de sièges en bois recouverts d'une mousse bleue, de 2 vidéoprojecteurs et entouré de fenêtres pour un éclairage suffisant. Quand j'entre dans le lieu qui pourrait être leur bibliothèque, j'aperçois de nombreuses rangées de livres que les élèves ont à leur disposition et des tables blanches pour y travailler avec leur plafond recouvert d'une fresque. Et pour finir, j'ai longé les couloirs blancs de cette enseigne qui affiche de nombreuses photos correspondant aux différentes promotions de l'ENA. Cette grande école qui permet de lancer leurs élèves dans la carrière qu'ils souhaitent. Enfin, pour la petite histoire, apprenez que avant d'être l'ENA de Strasbourg, ces locaux étaient une prison. Oui, vous m'avez bien entendu. C'est assez ironique d'ailleurs de faire une bonne école avec une prison. Merci Mélissa. Bon, à présent, je pense qu'on a tous envie de savoir comment cette école a été créée, alors je vais laisser tout de suite la parole à Océane qui va nous parler de ça. Bonjour tout le monde, bonjour à vous. Merci Lisa de m'avoir gentiment annoncé. Je me suis moi-même renseignée à propos de l'ENA et je me suis demandé quand ça a été créé. Et je me suis pas mal documentée et j'ai dû faire un choix arbitraire et choisir de vous expliquer en 3 dates marquantes. L'ENA a été créée suite à la Seconde Guerre mondiale, le 9 octobre 1945, à Paris, par le gouvernement provisoire de la République française présidé par le général de Gaulle. Car, suite à la Seconde Guerre mondiale, pour démocratiser l'accès à la haute fonction publique de l'État, c'est-à-dire pour faire plus simple, autoriser l'accès à l'enseignement supérieur pour tout le monde. Elle est chargée aujourd'hui d'assurer la sélection et la formation initiale et continue des hauts fonctionnaires. Le siège de l'ENA a été transféré de Paris à Strasbourg en 1991. Ce déménagement à Strasbourg a été effectué pour créer un rapprochement de l'école des institutions européennes et permet une collaboration avec l'autre grande école du service public implantée à Strasbourg. Ce rapprochement a été clairement mal vécu par les Parisiens qui clament haut et fort que Strasbourg est une ville inculte. Mais depuis peu, le siège de l'ENA est définitivement installé à Strasbourg. Et ensuite, en 2002, l'ENA fusionne avec l'Institut international d'administration publique pour s'ouvrir à l'international. Cette collaboration peut permettre aux étudiants en fin d'études de travailler à l'étranger. Merci Océane. Bon, pour y entrer, je pense qu'il y a différents critères d'admission ou des choses dans ce genre. Alors je vous propose maintenant d'écouter Marie qui va nous faire part de ses recherches. Alors bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous apprendre comment s'inscrire à l'ENA. Tout d'abord, l'entrée à son cycle de formation se fait sur concours, soit directement à l'issue d'un cycle d'études supérieures, soit en cours d'activité professionnelle. Il existe 3 concours qui permettent chaque année, sans limite d'âge, de l'intégrer. Ces diplômes s'adressent aux titulaires d'un diplôme de niveau Bac plus 3 pour le concours externe, aux agents publics pour le concours interne, après 4 années d'expérience professionnelle au 31 décembre de l'année du concours sans condition de diplôme, aux salariés du secteur privé, élus locaux et responsables d'associations pour le 3e concours, après 8 années de mandat ou d'expérience professionnelle au 31 décembre de l'année du concours. Plus en détail, le concours externe s'adresse aux diplômés de l'enseignement supérieur ayant validé un cursus équivalent à 3 années. Pour passer ce concours, il faut être français ou posséder la nationalité d'un des États membres de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'espace économique européen et être titulaire d'un diplôme national avec au moins 3 années d'études supérieures. Le concours interne s'adresse aux agents publics ayant au moins 4 années de service public. Pour passer ce concours, la première condition est la même que pour le concours externe. En revanche, il faut justifier hors période de stage ou de formation dans une école ou un établissement pendant lesquels le candidat a eu la qualité d'agent public en tant que stagiaire ou élève d'au moins 4 ans de service public. Le 3e concours s'adresse aux actifs du secteur privé, aux personnes exerçant un mandat au sein d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale, ainsi qu'aux personnes justifiant d'une ou plusieurs activités en qualité de responsable, y compris bénévoles d'une association. Donc, et vous, comment êtes-vous entré à l'ENA ? Moi, je suis rentrée via le 2e concours dont tu parlais, qui est un concours destiné aux agents qui ont déjà travaillé dans le secteur public. Et à l'issue de ces 6 ans, j'ai passé du coup le concours qui s'appelle le concours interne, pour les agents qui sont déjà en interne dans la fonction publique. Et moi, en fait, on n'est pas très originaux puisqu'on est tous les deux du même concours, du concours interne. Merci. Bon, comme pour toute émission de radio qui se respecte, il nous faut 1 ou 2 interviews. Et par chance, nous avons 2 invités aujourd'hui, alors je propose à Ilona de débuter cette interview. Bonjour, alors quelle est la raison de votre présence ici ? La première motivation, c'est de, autant que possible, faire découvrir l'ENA.
Ce qu'on a voulu faire en venant dans les lycées, c'est plus précisément présenter à quoi sert cette école, quels sont les métiers qui y sont préparés. Et juste pour compléter, c'est vrai que là en ce moment on est tous en stage un peu partout en France, donc beaucoup de stages en préfecture, mais il y a beaucoup d'administration. Et notre directeur nous a été très sensible au fait qu'effectivement on fasse connaître l'école, et du coup il a demandé à tous les stagiaires partout en France d'essayer de circuler au maximum et d'aller présenter au maximum l'ENA. Merci. Et combien d'heures travaillez-vous en moyenne par semaine? Ça dépend des rythmes. Donc en fait, l'ENA dure 2 ans, la scolarité dure 2 ans. Et on a une première année qui est une année de stage dans différentes administrations et une deuxième année qui est une année de cours. Donc la première année de stage, on a un rythme qui est un rythme professionnel. Donc avec des horaires qui peuvent être assez conséquents selon les endroits où on fait notre stage. Et puis après, la deuxième année, on passe sur un rythme scolaire, peut-être 25-30 heures de cours par semaine, et puis ensuite beaucoup de travail à la maison, comme vous. Quels sont les avantages et les inconvénients d'être élève à l'ENA? Je peux commencer par les avantages. C'est une chance qui est extraordinaire parce que pendant 2 ans, on est énormément suivi par toute la scolarité, on a tout un programme de stages, de cours de très grande qualité. Après, sur l'inconvénient, je ne sais pas si c'est un inconvénient, mais je parlerai peut-être plutôt de contraintes. L'ENA est à Strasbourg, du coup vous le disiez tout à l'heure, donc ça fait râler certains Parisiens. Non mais surtout c'est vrai que ça oblige à organiser aussi sa vie de famille, quand on a une vie de famille autour de cette scolarité qui est à Strasbourg. Et par exemple, moi j'ai 2 enfants et du coup, et Pierre-Yves en a un. Et la contrainte aussi, c'est de faire en sorte que ces 2 ans de scolarité puissent fonctionner avec une vie de famille. Donc merci à Ilona et merci à nos invités d'avoir répondu à ces questions. Bon, alors comme toute école, elle possède des points faibles et des points forts. On va commencer par les points forts, alors je laisse la parole à Loïc. Alors bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs. Comme dit tout à l'heure, merci d'être fidèles à notre web radio. Moi c'est Loïc et je vais vous parler de l'ENA. Bon, ok, ça vous vous en doutez, mais plus particulièrement de ses points forts, en dépit des nombreuses critiques. Les élèves de l'ENA ont de l'expérience, et oui, apprenez que à l'ENA, 22% des anciens élèves travaillent ou ont travaillé dans le monde de l'entreprise, et notamment dans les secteurs privés ou à un moment ou à un autre. L'école offre de réels débauchés. En effet, elle peut être un tremplin vers la direction d'entreprise publique, la politique ou encore la communication. Elle offre les cours qu'on y apprend, est très diversifiée. De plus, l'offre de formation, c'est-à-dire les cours qu'on y apprend, est très diversifiée. Exemple aux langues et aux techniques de négociation. Enfin, l'ENA n'est pas un mammouth, et oui, elle évolue quand même. Et elle propose également, depuis le 1er janvier, une nouvelle manière de concevoir et de mettre en œuvre les politiques publiques et une ouverture majeure aux enjeux de la révolution numérique. Et justement à ce sujet, est-ce que vous pouvez un peu nous en parler? Alors oui, nous aussi on a reçu cette information et simplement c'est une formation sur le numérique. Parce qu'il faut adapter aussi notre service public à l'évolution des technologies et puis parce que ces technologies permettent d'apporter des réponses nouvelles aux usagers. Alors donc on est amené à intégrer cette question du numérique dès qu'on réfléchit sur toute politique publique. Par contre pour ce qui est du contenu précis de la formation qu'on va recevoir avec Cécile à partir de février et jusqu'à octobre prochain, je t'avoue que je n'ai pas de détails pour l'instant à pouvoir t'apporter. Moi, je veux juste réagir sur ce que disait Loïc sur nos débouchés. C'est drôle parce que quand tu parles des débouchés, tu parles de l'entreprise et tu parles de la politique, mais nos principaux débouchés en premier, c'est la fonction publique en fait. C'est que du coup, on peut aller travailler dans les rectorats, on peut aller travailler dans les écoles, on peut aller travailler. Je parlais tout à l'heure de tous les ministères. Donc, nos principaux débouchés, c'est vraiment d'abord de travailler pour l'État, pour les services de l'État, que ce soit, partout en France. Donc voilà. Et pareil, on parlait d'une minorité en politique. Les gens qui ensuite bifurquent un peu vers des carrières dans le privé, il y en a évidemment, et ça reste encore aussi une minorité des élèves de l'ENA. J'espère que je vous ai convaincu que l'ENA, ce n'était tout de même pas n'importe quoi et qu'elle a des réels atouts. Merci pour vos réponses et à bientôt. À présent, nous connaissons les points forts de cette école, donc nous allons nous intéresser aux points faibles. Dicty. Bonjour à toutes et à tous. J'ai vu dans certains articles la question suivante. Doit-on supprimer l'ENA ? Beaucoup de rumeurs existent. Je vais vous poser des questions, pouvez-vous les démentir? On dit que les étudiants à l'ENA sont tellement absorbés par leurs études d'administration qu'ils ne connaissent plus la valeur du travail manuel. On peut donc dire qu'il y a une vraie déconnexion de la réalité du travail. Alors, je ne vais pas mentir sur le fait que, en termes de travail manuel, on n'est pas vraiment sur cette problématique du travail manuel. En revanche, sur la question d'être déconnecté de la réalité, là, par exemple, en préfecture, je passe du temps dans les guichets, donc pour l'accueil du public, voir comment ça se passe, du temps sur le terrain, du temps en déplacement. Donc. C'est une question qui est très bonne que tu soulèves. Ça n'empêche pas que tu as une grande diversité des parcours antérieurs
Tout à l'heure, Loïc, tu évoquais les parcours passés des élèves de l'ENA qui peuvent avoir travaillé dans des entreprises. Le concours interne favorise aussi cette diversité. Moi, mon premier travail, c'était être gardien dans un refuge de haute montagne. Et je pense malgré tout que ça a été une expérience très formatrice et qui m'accompagne encore aujourd'hui. On dit que l'ENA est élitiste et ne permet pas aux personnes qui ne sont pas de cadre d'y rentrer. Effectivement, c'est vrai que quand on regarde les parcours professionnels des élèves qui rentrent à l'ENA, majoritairement quand même des bac+5 qui rentrent à l'ENA, et ça c'est une réalité. Une réalité évidemment qui fait l'objet d'un constat qui est assez partagé, que ce soit par les élèves, par la direction de l'école, par l'administration. L'idée était de pouvoir créer une prépa qui permette effectivement à des élèves venant d'horizons très différents de pouvoir rentrer peut-être plus facilement à l'ENA. Je te laisse en parler, Pierre-Yves. Oui, depuis quelques années, on a mis en place une classe préparatoire égalité des chances qui permet à des étudiants, le plus souvent issus après leur master, et sur critères sociaux, d'être sélectionnés et de préparer avec une aide financière, avec une aide matérielle, de préparer le concours externe. Et donc ça permet, et les résultats des préparationnaires, des élèves qui préparent dans le cadre de la CPENA, les résultats sont très positifs. Y a-t-il parité entre hommes et femmes ? Deuxième question de piège. Bon, c'est que des questions de piège. Non, tu sais que c'est un problème. Aujourd'hui, il n'y a pas du tout une parité homme-femme. Aujourd'hui, il y a une sous-représentation des femmes parmi les reçus au concours externe, mais y compris parmi les candidates au concours externe. Par ailleurs, tu sais qu'il y a aujourd'hui une obligation, depuis une loi de 2012, d'avoir un minimum de 40% de chaque sexe dans les postes de haute responsabilité dans l'administration publique. Et donc il est nécessaire de promouvoir les candidatures de candidates, de jeunes femmes. Et donc il y a plusieurs dispositifs qui ont été mis en place. Le dispositif ENA 50-50, tu veux peut-être en dire deux mots ? Parler. Du coup, ENA 50-50, c'est une association qui s'est créée. Et en fait, ENA 50-50, ça veut dire à l'ENA, on veut 50% d'hommes et 50% de femmes. Et du coup, il y a une association qui s'est créée. Et en fait, les élèves de l'année supérieure qui viennent d'intégrer l'ENA deviennent les parrains d'une jeune femme qui prépare l'ENA. Et du coup, l'idée étant d'avoir entre élèves une aide un peu spécifique pour préparer le concours et qui soit vraiment principalement dédiée pour les femmes, pour leur permettre d'avoir un taux de réussite qui soit meilleur au concours. Et j'en profite ici parce que je vois qu'il y a un certain nombre de filles. La vraie question qui se pose, je pense, et c'est ce que disait Pierre-Yves, c'est pourquoi est-ce qu'il y a moins de candidates ? Et notamment, je sais, parce que je suis une femme, que je pense que les femmes se mettent aussi plus de barrières, ont peut-être moins confiance en elles sur certains sujets professionnels. Et je pense qu'il faut vraiment, dès le départ, partir dans vos parcours professionnels en vous disant je peux le faire, j'ai les capacités de le faire aussi. C'est important et on compte sur vous pour que les choses s'améliorent dans les années à venir. Et enfin, que diriez-vous à ceux qui veulent supprimer l'ENA ? Attendez qu'on en sorte au moins. Non, la question c'est supprimer l'ENA certes, mais quoi d'autre en fait ? Et surtout comment on forme les hauts fonctionnaires, comment on forme les fonctionnaires en général. Elle a des qualités cette école et notamment ce principe de recrutement sur concours. Toutes les études qui ont été menées montrent que malgré tout, le recrutement sur concours c'est ce qu'il y a de moins discriminatoire. Et moi je suis attaché à ce principe d'égalité d'accès à la fonction publique qui permet à chacun a priori de passer le concours de l'ENA, de se présenter et éventuellement un jour de contribuer à la conception des politiques publiques en France. Donc merci à Dipti et Loïc de nous avoir parlé de tout ça. Bon, je vous propose de revenir sur nos interviews avec Axel qui va poser des questions plus personnelles à nos invités. Au moment de votre orientation, donc pour choisir votre route vers l'ENA, aviez-vous dans votre famille quelqu'un qui ait suivi à peu près le même cursus que vous, ou du moins qui avait les mêmes objectifs professionnels que vous ? Pas du tout. Toute ma famille travaillait dans le privé, connaissait très peu la fonction publique, donc moi absolument pas, non. Alors pas du tout non plus. Moi, enfant, j'avais jamais croisé loin d'énarques. Mes parents, ils étaient médecins hospitaliers. Merci beaucoup. Au moment de votre orientation, aviez-vous dans votre entourage quelqu'un qui ait influencé votre orientation ? Moi, ça a été le contact d'un collègue qui est également à la faculté d'Aix-Marseille et qui m'a fait découvrir cette voie du concours interne, de la possibilité qu'il y avait aussi de réussir à l'ENA, tout en venant de l'enseignement-recherche. Et l'enseignement-recherche, a priori, ce n'est pas du tout la voie normale d'accès à l'ENA. Et le fait de pouvoir discuter avec lui, le fait de l'écouter aussi décrire ce qu'il faisait à l'ENA,
m'a poussé dans cette voie. Moi, je travaillais du coup dans la fonction publique, mais j'avais un CDD. Et il se trouve que c'est aussi un collègue, qui était même mon chef à la Bibliothèque nationale de France, lui qui avait passé l'ENA et dont la femme avait passé l'ENA plus tard, à 30 ans, donc avec le concours interne. Et c'est lui qui m'a aussi beaucoup poussé en me montrant qu'on pouvait être une maman et passer quand même le concours. C'est une personne qui a été assez moteur dans mon envie de passer le concours et dans surtout le fait que je puisse me dire que c'était possible de le faire et que même à 30 ans avec des enfants, c'était envisageable. Avant de passer le concours d'entrée à l'ENA, quelle était votre expérience professionnelle en rapport avec votre orientation actuelle ? J'avais 6 ans de fonction publique et essentiellement dans le secteur culturel. Non, j'avais pas de connaissances. Dans votre enfance, envisagiez-vous d'intégrer l'ENA ou d'exercer un des métiers que proposent les débouchés de l'ENA ? J'avoue, j'ai jamais envisagé d'être au Conseil d'État lorsque j'étais enfant, ni en tribunal administratif. Je connaissais rien de tout ça. Non, moi pas du tout non plus, je voulais être journaliste, donc a priori il y a très très peu de chances que ça fonctionne un jour. Et pareil, je connaissais pas du tout l'ENA, du coup à la fois ni l'école ni vraiment les parcours pour y aller. Donc comme quoi ça peut être des vocations qui naissent plus tardivement et qu'on peut aussi rentrer à l'ENA sans rêver d'avoir fait l'ENA toute son enfance. Oui, je crois que c'est tout l'intérêt des voies internes, des concours internes que tu as dans la fonction publique. C'est pas spécifique à l'ENA. La plupart des autres écoles de service public ont un concours interne, ce qui te permet de construire au cours de ta vie un parcours propre. Et puis, je pense que c'est l'intérêt aussi d'actions d'orientation et d'information, y compris auprès de vous. Moi, j'aurais bien aimé qu'un jour, quelqu'un vienne me parler de ce que c'était que l'ENA lorsque j'étais au lycée. Avant d'intégrer l'ENA, toutes les portes pour y parvenir vous étaient-elles ouvertes ? Est-ce que vos professeurs vous encourageaient en quelque sorte à intégrer l'ENA ? Ou est-ce qu'ils vous ont dit vous ferez plombier ou charcutier ? Moi, j'ai eu une expérience dans mon lycée de professeurs qui m'ont toujours accompagné, qui m'ont ouvert l'esprit. Moi, j'ai fait une terminale scientifique parce que je voulais faire médecine comme papa et comme ma sœur, et comme elle avait aussi fait médecine, ça m'a fait un peu peur. Et du coup, je savais pas quoi faire, et c'est un enseignant qui m'a dit pourquoi vous tenteriez pas une classe préparatoire lettres et sciences sociales. Et moi, j'ai aussi eu la chance d'avoir des professeurs qui m'ont beaucoup accompagnée, et en l'occurrence, ils voyaient que c'était moins le fait d'être charcutière que j'adorais la littérature en fait. Donc du coup, les profs m'ont naturellement orientée plutôt vers des classes préparatoires littéraires, et du coup, parce que moi j'ai fait une école de commerce avant de passer l'ENA, et du coup j'ai intégré une Hippocagne et une Cagne, je sais pas si vous connaissez, c'est le nom de la classe préparatoire littéraire. D'accord. Quels sont les obstacles qui, par le passé, auraient pu vous dévier de la route vers l'ENA ? Moi, j'avoue que j'ai mis un petit peu de temps, parce qu'on peut passer le concours après 4 ans dans la fonction publique. Et moi, j'ai attendu 6 ans pour le faire. Et une de mes premières raisons, c'était pour revenir sur les points faibles dont tu parlais, c'est que j'avais l'impression que les énarques étaient un peu déconnectés, très arrogants. J'avais plein de visions un peu toutes faites de ce que pouvait être un élève de l'ENA. Vision qui s'est avérée fausse quand j'ai commencé à travailler dans la fonction publique, et je me suis rendu compte que c'est comme partout, les énarques, il y a des personnalités très différentes. Et du coup, ça a été un premier frein en fait, mais qui était plutôt un frein de préjugés en fait, ou d'une mauvaise vision que je pouvais avoir de ce qu'était l'école et de ce qu'elle représentait. C'était tout pour moi, merci beaucoup. Merci. Alors, encore une fois, merci à nos invités d'avoir bien voulu répondre à ces questions. Maintenant qu'on a appris beaucoup de choses sur l'ENA, j'aimerais laisser la parole à Chloé qui va nous parler d'une personne que vous connaissez tous, qui était à cette école. Alors Chloé, je te propose de nous parler de ton personnage. Déjà par son poste au gouvernement, mais également par sa marionnette au Guignol. Je pense que vous avez trouvé, je parle bien de Monsieur Jacques Chirac. Issu d'une famille plutôt aisée, il est né à Paris dans les années 30. Après avoir fait une maîtrise d'anglais, il a étudié à l'Institut d'études politiques de Paris, puis il a intégré l'ENA dans la promotion Vaudan. Nous allons nous intéresser plus précisément à cette partie de sa vie. Comme je l'ai déjà dit, il intègre donc l'ENA fin des années 50. Pendant ses études, il rencontre beaucoup de personnes, par exemple Bernadette Chaudron de Courcelles, avec qui il va se marier plus tard, mais aussi d'autres élèves de sa promotion, entre autres Bernard Stacy, un homme politique, Jacques Friedman, inspecteur des finances, ou encore Jean-François Kessler, contrôleur général de la sécurité sociale. Malgré qu'il aurait pu l'éviter, il se porte volontaire à la guerre d'Algérie. De retour en France, il reprend ses études à l'ENA et il sort diplômé 10e de sa promotion. Plutôt pas mal. Il est ensuite nommé à différents postes avant de finir en tant que président de la République française en 1995. Voilà, j'espère que cette courte biographie vous aura appris de nombreuses choses sur Jacques Chirac, mais également sur l'ENA et les études que celui-ci a fait. Sur ce, je vous laisse et passez une bonne journée. Merci Chloé. À présent, vous avez toutes les informations que nous pouvons vous donner.
Nous remercions donc nos invités qui ont bien voulu participer à notre émission et à nos jeunes reporters qui se sont donné du mal pour vous satisfaire. On va donc vous laisser commencer votre journée tranquillement en vous souhaitant une très bonne journée. Au revoir.